qui est un peu différente de l'image qu'on vient de voir de Marx. Donc, c'est le cas d'un auteur très connu, mais qui peut être découvert, il offre des explorations plus intéressantes que ce qui en a été dit souvent. Et donc maintenant on va passer à un auteur, c'est le grand 1-2, qui est peu connu en France. Pourtant c'est un des fondateurs de la sociologie allemande avec Max Weber. Il a eu un grand rôle pour la sociologie américaine, mais disons, en France, il a été disons, plutôt marginalisé comme référence. Georges Simmel, et on va se centrer sur un gros livre de Simmel, sociologie. Et puis sur les formes de socialisation. Donc comme toujours, 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours après le cours, je mets une sorte de PowerPoint synthétique sur la page Google. Vous retrouvez les références principales, parfois les citations. C'est pas tout à fait du cours, mais c'est un peu une sorte de squelette avec les éléments importants. Et Alexandre Nürnberg a proposé un petit livre dans la collection Repère de la découverte. Et une présentation intéressante de la sociologie Simmel, donc qui est, comme je l'ai dit, moins connue en France, plus connue bien sûr en Allemagne, mais plus connue aux États-Unis. Il y a eu un écho sur la sociologie urbaine américaine. Donc, c'est un auteur qui est un peu plus redécouvert en France depuis quelques années. Comme Marx et comme Weber, les idées les plus connues souvent, on reste à cette idée que les grands droits fondateurs de la sociologie sont Marx, Durkheim et Weber. D'une certaine façon, c'est à cause de Pierre Bourdieu qui a raconté cette histoire, que c'était les 3 pionniers principaux. Comme Marx et Weber, Simmel vient de la philosophie. Donc, je l'ai déjà dit, les sciences sociales, elles sont au départ dans la philosophie, puis elles s'autonomisent. Donc on est encore à un point où la sociologie est au départ une composante de la philosophie. Et donc Simmel fait une thèse sur Kant, qui n'est pas originale à l'époque en Allemagne, et sans doute plus que Weber, qui va s'éloigner davantage de la philosophie, plus que Weber, qui reste un philosophe aussi. Donc on peut le définir comme un sociologue et un philosophe. Il y a une composante philosophique qui demeure importante dans son travail. Alors, dans ce livre un peu de synthèse générale de la sociologie et sur les formes de la socialisation de 1908, il y a un chapitre 4 intéressant pour nous, pour une sociologie de l'action collective, il s'intitule « Le conflit ». Donc en fait, c'est une sociologie du conflit. Ce chapitre 4 intitulé Le conflit, et parfois vous le trouvez en librairie sous un petit livre intitulé Le conflit. En fait, parfois ce chapitre a été édité à part, disons sous forme d'un livre séparé. Mais c'est la même chose que ce chapitre. Pour ceux qui tombent dessus en librairie, c'est ce chapitre.
Et il traite donc d'une dimension importante de l'action collective, le conflit. J'ai dit lors de l'introduction que toute action collective n'est pas conflictuelle, mais que le conflit était un élément très important de l'action collective. Alors, avant de passer à sa sociologie du conflit, on va resituer ça dans le cadre de sa société générale. Et donc, ce sera le grand A, sociologie de l'action réciproque. Et sociologie formelle. Alors, si on reprend les catégories qu'on a eues dans l'introduction, on va pouvoir situer aussi Simmel du côté des relations sociales, donc du côté d'un relationnalisme méthodologique. Son analyse est centrée ni ici sur le tout de la société, sur le fait que ce serait l'élément explicatif principal, ce qu'on appelle le holisme méthodologique, ni sur l'individualisme méthodologique, ni sur les individus qui, dans la sociologie, se contenteraient d'analyser l'agrégation des actions. Donc on est sur les relations sociales, sur le relationnalisme méthodologique, et ce qui indique bien ce caractère du relationnalisme méthodologique, c'est son concept directeur. Il y a un concept directeur chez Simmel, c'est le concept d'action réciproque. Dans action réciproque, justement, c'est une relation. Parce que c'est une action, il y a une réciprocité. Parce que ça implique une relation. Donc, le concept directeur est clairement, disons, relationnaliste, action réciproque. Qu'est-ce que Simmel entend par action réciproque? C'est l'influence de chaque individu sur autrui. C'est l'influence qu'exerce chaque individu sur autrui. C'est ça, l'action réciproque. Et donc, vice-versa. Je cite le livre, l'idée que l'homme est déterminé dans son être tout entier, dans toutes ses manifestations, par le fait qu'il vit en action réciproque avec d'autres hommes. Hein? L'homme est déterminé dans son être tout entier, dans toutes ses manifestations, par le fait qu'il vit en action réciproque avec d'autres hommes. Voilà ce qui, en fait, doit conduire, dans tout ce que l'on nomme les sciences humaines, à une nouvelle façon de voir les choses. Voilà ce qui, en fait, doit conduire, dans tout ce qu'on nomme les sciences humaines, une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire que mettre au cœur l'action réciproque, ni l'individu ni la société, ça doit créer une nouvelle façon d'envisager les sciences humaines, une nouvelle façon de voir les choses, qui serait celle des sciences humaines. Alors, cette action réciproque, c'est un concept très général, donc elle inclut des contenus extrêmement variés, avec des tailles et des stabilités très différentes. Donc c'est bien un concept général, aussi général que le concept d'individu, le concept de société. Et donc dans l'individu, on peut mettre des choses très variables, et dans société aussi. Voilà comment le caractérise Simmel, de la réunion éphémère en vue d'une promenade, voilà une action réciproque. Des gens qui se réunissent à un moment donné pour faire ensemble une promenade, jusqu'à la famille. La famille, c'est un ensemble d'actions réciproques. De la réunion éphémère en vue d'une promenade jusqu'à la famille. De toutes les relations provisoires jusqu'à la constitution d'un État. De toutes les relations provisoires, le plus localisé, jusqu'à la constitution d'un État, donc quelque chose de plus gros. Donc ça inclut donc quelque chose de très varié dans les contenus, donc avec des tailles, une réunion éphémère en vue d'une promenade et un État, c'est deux tailles différentes, et des stabilités différentes. Une réunion éphémère en vue d'une promenade, ça a une faible stabilité, parce que ça se termine après la promenade, et l'État, ça a une forte stabilité.
Donc, la notion d'action réciproque des immeubles apparaît comme le concept général qui prend la place occupée par la société pour l'éholisme méthodologique comme Durkheim, ou par l'individu pour les individualistes méthodologiques comme Raymond Buteau. Voilà ce qu'écrit encore Simmel: tout ce que les individus recèlent comme pulsion, intérêt, but, tendance, état et mouvement psychique, pouvant engendrer un effet sur les autres ou recevoir un effet venant des autres. Tout ce que les individus recèlent comme pulsion, intérêt, but, tendance, état et mouvement psychique, pouvant engendrer un effet sur les autres ou recevoir un effet venant des autres. Dans ce cadre, où la notion d'action réciproque est le concept directeur, il y a bien quelque chose qu'on appelle la société qui peut être analysée, ou à l'intérieur de la société des structures collectives, comme l'État, comme les classes sociales, on a des structures collectives. Mais la société ou les structures collectives sont appréhendées par Simmel comme des actions réciproques durables. Des actions réciproques durables. Donc c'est une catégorie d'actions réciproques, c'est comme structure collective, société, État, classe sociale, famille. Des actions réciproques durables, c'est-à-dire des actions réciproques qui se sont stabilisées et qui durent dans le temps. La particularité de ces actions réciproques durables, c'est qu'elles acquièrent au cours du temps une réalité propre, distingue des relations qui les alimentent. Les actions réciproques durables acquièrent une réalité propre, distingue des relations sociales qui les alimentent. Ce sont des actions réciproques. Donc elles sont alimentées, par exemple l'État ou la famille, par de multiples actions réciproques. C'est ça qui nourrit. Mais c'est des formes durables qui se sont stabilisées et peu à peu, elles acquièrent vis-à-vis des individus qui sont inscrits dans les relations qui la mènent comme quelque chose de propre. C'est-à-dire que je finis par penser que la famille, l'État, la nation existent indépendamment de mes relations, comme une réalité propre, séparée. Comme quelque chose souvent même qui peut me dominer, si on prend l'État. Ce sont des cristallisations de relations sociales. C'est très proche, Simmel emprunte beaucoup là à quelque chose qu'on n'a pas vu parce que ça ne concerne pas directement l'action collective. Ça peut constituer une là. Une analyse qu'on trouve dans le livre 1 du Capital de Marx, donc le livre 1 du Capital de 1876, c'est l'analyse du fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire le fétichisme de la marchandise pour Marx? C'est que les produits dans une société capitaliste sont fabriqués par les relations des hommes, par les humains, puis ils rentrent dans le marché, ils sortent de l'usine, ils deviennent, disons, une marchandise qui échappe aux humains qui les ont produits et qui devient une réalité indépendante des humains qui les ont produits et qui va les dominer. C'est ça le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'on finit par fétichiser, par constituer comme fétiche, comme quelque chose qui me domine indépendamment de moi, des choses que j'ai moi-même produites, mais qui m'échappent. Donc, l'analyse des actions réciproques durables de Simmel emprunte beaucoup à ce schéma du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire quelque chose comme l'État, c'est quelque chose qui est constitué par les relations entre les individus et les multiples relations, mais ça peu à peu, à travers le temps, acquis une réalité propre qui donne l'impression de me dominer. Donc ce sont des cristallisations de relations sociales, ce qu'on appelle des objectivations.
objectivation, c'est-à-dire des choses qui acquièrent peu à peu une existence objective par rapport au sujet. Mais vous voyez bien que je n'ai pas dit objectif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné de tout temps, c'est une objectivation, c'est-à-dire c'est un processus qui rend une certain nombre de réalités objectives. C'est un processus historique et social qui va faire que, peu à peu, une entité devient objective aux yeux des individus. Pourtant, ils l'ont constituée, mais elle devient, disons, une composante séparée d'eux qui peut les dominer. Donc, c'est important, parce qu'on retrouvera ça dans l'analyse des classes sociales, la différence entre objectivation et objectif. L'objectivation, c'est le processus qui rend objectif. Créer une réalité, une entité propre, stabilisée par rapport aux relations des sujets qui les constituent. Donc, ces institutions collectives auraient un double caractère, des actions réciproques durables. Elles ont un caractère émergent et cristallisé. Émergent et cristallisé. Émergent parce qu'elles émergent des relations entre les individus, donc elles sont constituées par ces relations entre les individus. Cristallisé puisque peu à peu il y a quelque chose qui se stabilise, qui, avec une inertie, avec des choses qui peu à peu échappent aux individus qui le constituent, et qui devient une entité propre. Donc à la fois c'est cristallisé et émergent et cristallisé. Voilà là-dessus ce que dit Simmel. Le tout, ça s'appelle la société, le tout, bien qu'il n'existe que grâce aux éléments particuliers, acquiert quand même en face de ceux-ci une position autonome, substantielle, indépendante d'eux. Le tout, bien qu'il n'existe que grâce aux éléments particuliers, acquiert quand même en face de ceux-ci une position autonome, substantielle, indépendante d'eux. Donc, pour Simmel, il y a bien quelque chose comme la société qui existe, ou les classes sociales, ou le capitalisme, comme entité collective. Mais ce sont des choses qui sont produites par les relations sociales, ces relations sociales se cristallisant peu à peu, se stabilisant, ayant une certaine inertie, et devenant peu à peu une réalité propre en face des individus. Qui vont le fétichiser, comme le dit Marx, parce qu'ils vont oublier que c'est leur relation qui les constitue. Et donc ils vont penser que c'est quelque chose qui est indépendant complètement d'eux, qui les domine, séparé, alors qu'en fait ils en sont les producteurs. Et ils oublient qu'ils en sont les producteurs. Donc ce processus de fétichisation. C'est à ce processus de fétichisation qu'en prenne Simmel à Marx. Et Marx, pourquoi parle de fétichisme de la marchandise? Fétichisme, fétiche religieux, parce que la thèse de Marx sur les religions, c'est que ce sont des entités créées par les hommes, donc par les relations entre les hommes, les religions, mais qui peu à peu deviennent des entités propres qui leur échappent, et les hommes pensent que c'est des choses qui les dominent, les dieux et les religions. Et donc c'est pour ça que Marx utilise cette idée de fétichisme. On a une fétichisation, c'est-à-dire une constitution en fétiche d'un ensemble, disons, d'entités collectives. Donc, de ces actions réciproques durables, comme la société, l'État, le capitalisme, les classes, qui ont un caractère donc à la fois émergent et cristallisé. Dans le cadre de cette approche en termes d'action réciproque, Simmel a développé ce qu'il appelle une sociologie formelle. Sociologie formelle liée à l'expression forme sociale. Une sociologie des formes sociales. Donc il appelle aussi sociologie formelle. Qu'est-ce que c'est que la sociologie formelle? Ça serait la discipline des sciences sociales qui analyserait les formes que prennent les associations humaines.
Donc, la sociologie formelle analyse les formes que prennent les associations humaines. C'est quoi les associations humaines? Ce sont des actions réciproques qui tendent à constituer une unité. C'est-à-dire qui tendent à constituer une cohérence. Toutes les associations provisoires entre humains, une rencontre dans un bistrot, etc., ne visent pas forcément à créer une unité. Mais il y a une série d'associations humaines qui tendent à constituer un ensemble, une cohérence, une unité. Donc, la sociologie formelle, c'est la sociologie des formes d'associations humaines, c'est-à-dire les actions réciproques durables qui tendent à constituer une unité. Chaque forme tend à une certaine unification, mais jamais une totalité absolue. C'est une logique qui tend à constituer une unité, mais l'unité n'est jamais constituée complètement. Pourquoi utiliser cette notion de forme? Parce que je rappelle que Simmel a fait une thèse sur Kant, et il reprend la distinction chez Kant entre forme et contenu. Donc il y a des choses qui sont des formes, mais qui peuvent avoir des contenus différents. Et donc la sociologie formelle va analyser des formes sociales indépendamment du contenu qu'elles peuvent prendre dans telle société, dans telle période historique. Par exemple, le conflit. Le conflit, ça va être une forme sociale. Mais ce conflit, il peut, au Moyen-Âge, aujourd'hui, disons, en Chine, aux États-Unis, etc., le conflit, dans des contextes historiques et sociaux très variés, ont des contenus très différents. Et donc la notion de conflit, ça va être une forme sociale qui va avoir des contenus différents. Chaque forme peut donc avoir des contenus empiriques variés, renvoyer une diversité de caractères. Alors, les formes sociales principales analysées par Simmel sont le conflit, à une certaine façon comme Marx. Le conflit, c'est une forme sociale. La division du travail, c'est-à-dire que peu à peu, les tâches dans le monde moderne vont se spécialiser, se diviser. Ça, la division du travail, c'est une forme sociale qui a beaucoup été étudiée par le début des sciences sociales. On trouve ça chez Marx, on trouve ça chez Durkheim, on trouve ça chez Max Weber. Donc c'est une forme sociale assez classique et étudiée par les sociologues. Et puis, il a étudié aussi une forme sociale qui a été peu étudiée et qui était pionnière, c'est la mode. Donc, les trois grandes formes sociales qu'a étudiées Simmel, il peut y en avoir beaucoup plus, mais c'est celles qu'il a étudiées, sont le conflit, la division du travail, la mode. Nous, on va se centrer sur le conflit. Alors, la sociologie de Simmel s'inscrit dans un cadre épistémologique particulier, un cadre de connaissance particulier, qui est très marqué par ce qu'on appelle le perspectivisme. C'est une notion empruntée à Nietzsche. Qu'est-ce que c'est le perspectivisme chez Nietzsche? Du mot perspective, c'est que pour Nietzsche, qui s'oppose à Platon, il n'existe pas des choses en soi, par exemple comme le beau en soi, mais il existe une infinité de perspectives sur le monde, une infinité de points de vue sur ce que c'est que le beau, par exemple. Perspective, c'est point de vue. Donc ça rentre dans le cadre d'une opposition, disons, entre Platon et Nietzsche, la variété des points de vue sur le monde ou les choses qui existeraient en soi. Simmel s'inscrit dans un cadre épistémologique qui est marqué par le perspectivisme de Nietzsche.
c'est ce qui va l'amener à s'écarter d'une catégorie philosophique qui est très importante dans l'histoire de la philosophie, c'est la notion de totalité, c'est-à-dire la prétention à saisir le tout. On trouve ça sans doute de Platon au moins jusqu'à Hegel, cette prétention à saisir le tout. Donc ça fait une notion très importante dans l'histoire de la philosophie, qui dans la philosophie moderne et dans les sciences sociales est beaucoup critiquée, donc mis à distance, qui a fortement marqué, disons, l'histoire de la philosophie. Cette prétention à incarner un point de vue total sur les sociétés humaines, sur les êtres humains. Et il va considérer la sociologie telle qu'il l'entend seulement comme une façon de voir, comme un des points de vue possibles, comme une des perspectives possibles sur le monde. Ce n'est pas la perspective, la seule, donc on n'a pas la prétention platonicienne d'incarner le point de vue vrai sur le monde, le seul point de vue possible, mais c'est une des façons de voir possibles, celle que produit la sociologie. Un des points de vue possibles. Et donc c'est pour ça qu'il abandonne, disons, cette catégorie de totalité. Il écrit à un moment donné, il régule ce qu'il appelle la nostalgie d'une image globale de la réalité qui embrasserait tous les points de vue. La nostalgie d'une image globale de la réalité qui embrasserait tous les points de vue. Donc ça, c'est une nostalgie qui est très forte. C'est-à-dire que la notion de totalité a fortement marqué l'histoire de la philosophie. Et puis, à partir, disons, du XIXe siècle, notamment avec Marx, Nietzsche, puis Freud, puis les sciences sociales, puis des gens comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Donc, la notion de totalité a fortement été mise en cause. Et donc, cette idée qu'on peut avoir un point de vue total sur le monde. La nostalgie d'une image globale de la réalité qui embrasserait tous les points de vue, qui aurait tous les points de vue. Cette totalité, elle a été critiquée. Aujourd'hui, ce qui est très marquant chez un certain nombre de penseurs, c'est ce que j'appelle la nostalgie de la totalité, c'est ce que indique bien Simmel, c'est-à-dire que, en même temps, personne n'assume complètement l'idée qu'il pourra avoir un point de vue total sur le monde, par exemple, ne serait-ce que parce que les savoirs se sont tellement spécialisés et développés que, par exemple, on ne pourrait même plus envisager une vision encyclopédique du type de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, parce que c'est trop vaste. Bon. Et donc, on envisagerait peu des personnes qui pourraient totaliser l'ensemble des points de vue sur le monde, une seule personne, ou une seule théorie. Et pourtant, non pas dans ce qui marche dans les milieux académiques universitaires, parce que là les choses sont très spécialisées, mais ce qui dans les productions intellectuelles ont un succès au dehors, ce sont des perspectives qui ont la nostalgie de la totalité sans complètement l'assumer. Par exemple, c'est le grand succès, à partir du moment où il est sorti de la sociologie, d'Edgar Morin, dans le paysage français. Edgar Morin, c'est l'idée qu'on pourrait avoir une théorie totale d'une certaine façon et qu'on pourrait réunir différentes sciences pour avoir un point de vue total sur le monde. Ça incarne cette nostalgie de la totalité. Parce que d'un côté, on a un émiettement de la spécialisation, etc. Et puis, donc, face à ça, on a une nostalgie qui perdure la totalité. Il vient de sortir un livre, donc d'un sociologue de l'ENS, français Bernard Lahire, Les lois fondamentales des sociétés humaines. Pendant longtemps, Lahire a développé l'idée qu'il n'y avait pas de point de vue total possible, et là, il vient de faire un livre de 1000 pages où il réunit les savoirs de l'anthropologie, de la biologie, etc., avec l'idée qu'on pourrait, disons, créer une théorie des invariants de toutes les sociétés humaines, et donc d'avoir ce point de vue total. Et c'est, disons, et si ça n'a pas beaucoup d'écho dans le milieu académique qui est très spécialisé, ça a un écho attentif dans le public cultivé, parce qu'il y a une attente, une nostalgie souvent de cette totalité, face à une forme d'émiettement des savoirs. Et donc, la totalité revient peu souvent, effectivement, assumée,
telle qu'on l'a connue de Platon à Hegel, mais elle revient aujourd'hui fortement sous la forme d'une nostalgie de la totalité. Et Simmel, disons, dès le début du XXe siècle, a saisi cette chose-là, la nostalgie d'une image globale de la réalité qui embrassait tous les points de vue. Il y a un moment donné, c'est vrai, la science, fin du XVIIIe, début du XIXe, ce qu'on appelait une vision positiviste de la science conquérante, la science a pu penser qu'elle incarnait la possibilité de la totalité des points de vue à terme, que la science allait, disons, donner ce point de vue total. Ce faisant, la science prenait simplement la place de Dieu avant, parce que dans les monothéismes, quelle est souvent la caractérisation de Dieu? Dieu, c'est celui qui voit clair dans tous les points de vue. C'est celui qui est au-dessus, qui voit clair dans l'ensemble des esprits de ceux des humains. Et donc, Dieu, c'est celui qui totalise l'ensemble des points de vue. Donc, il y a eu cette vision très forte dans l'histoire des sociétés humaines de Dieu comme totalisant l'ensemble des points de vue. Un temps, la science, avec le fait qu'il y a eu, disons, une critique de la notion de Dieu et une plus grande marginalisation, la science a pensé occuper la totalité des points de vue. Ce n'est plus le cas aujourd'hui des sciences, puisque on a aujourd'hui tendanciellement, très majoritairement, des sciences sociales, une sociologie qui est consciente de la pluralité des points de vue sur la réalité et qui est consciente des limites de chaque point de vue. Il doit aussi son propre point de vue. C'est ce qu'on appelle la réflexivité sociologique. Ça, c'est le mouvement global des sciences, disons, à l'université. Et puis, il y a, disons, cette nostalgie de la totalité qui existe dans la société et dans certaines productions intellectuelles. J'ai cité deux noms parce qu'ils sont symptomatiques. Edgar Morin qui a marqué, disons, son écho, disons, public, plus que son écho universitaire. Et puis, récemment, le livre de Layard. Donc Simmel, lui, c'est quelqu'un qui est un des premiers qui assume clairement le fait qu'il y a une pluralité de points de vue sur le monde et que chaque point de vue a des limites. Et le propre de la science, c'est justement la réflexivité sociologique, c'est de prendre compte soi-même des limites de son propre point de vue, des limites de la science, au lieu de penser que le point de vue de la science est un point de vue total. Oui. J'avais une question par rapport à cette nostalgie de la totalité. Je voulais savoir si ceux qui sont dans cette tradition, ils pensent qu'en additionnant les perspectives, on arrive à une forme de vérité à la Platon, ou si c'était plutôt une perspective plus générale mais qui ne prétend pas être la vérité. Alors, sur cette nostalgie de la totalité, il y a le fil encyclopédique, mais il a du mal. On fait des encyclopédies de plus en plus grandes, mais qui en fait n'incluent pas tout. Évidemment, même par rapport à l'entreprise qui était déjà monumentale de Diderot et d'Alembert, les choses ont explosé. Donc ça, c'est la vision encyclopédique, c'est-à-dire on va cumuler l'ensemble dans un même livre, et on va faire le trait. Évidemment, le problème, c'est que les savoirs bougent constamment, donc il y a un problème d'actualisation constant, et donc les encyclopédies sont toujours en retard. Bon. Et que quelque chose qui peut paraître vrai pour les sciences à un moment donné, lié à d'autres découvertes, sera considéré comme une erreur. Donc évidemment, l'actualisation, elle n'est pas simplement parce qu'on ajoute des connaissances, mais parce qu'on va en invalider d'autres qui ont été considérées. Donc ça, c'est la visée encyclopédique. La visée de Morin ou de Layard, c'est autre chose, c'est qu'on va créer un cadre qui va faire des passages entre des sciences différentes et qui va permettre de créer, alors chez Morin, ça s'appelle théorie de la complexité, bon, des passages entre les différents savoirs, donc un cadre totalisateur. Et chez Layard, c'est pour les sociétés humaines, on va mettre en rapport des savoirs de la paléontologie, de l'anthropologie, de la biologie, de la sociologie, de l'histoire, et on va essayer de formuler ce qui serait, disons, un cadre invariant de toutes les sociétés humaines. Donc si on a un cadre invariant, c'est qu'on a saisi quelque chose comme une totalité, puisqu'on a saisi d'une certaine façon le socle à partir duquel tout s'engendre. Bon, alors évidemment, c'est une façon de saisir la totalité. Voilà. Donc,
la vision encyclopédique ou la vision morale à Hirsch qui se ressemble d'une certaine façon, et qui est héritée peut-être d'une certaine façon même d'une ambition qu'avait Claude Lévi-Strauss, mais qu'il n'a jamais complètement incarnée, c'est de créer une approche structurelle, totalisante de l'ensemble des réalités humaines et de l'ensemble des sociétés humaines. Donc c'est deux fils différents, les deux ont des difficultés. Et les deux, dans l'état actuel des sciences, ont surtout un écho dans le grand public cultivé, qui est en attente d'une vision totalisatrice, et peu, disons, dans les mondes scientifiques, qui eux sont pris fortement dans la dynamique de spécialisation des savoirs. Alors, une fois qu'on a situé le cadre général de Simmel, on va passer, disons, à ce qui nous intéresse le plus. Et évidemment, on avait besoin de cette première partie pour mieux le comprendre. C'est le conflit. Donc, sociologie d'une forme sociale, le conflit, c'est le grand débat. D'une forme sociale, le conflit. Donc, la sociologie formelle de Simmel a donc pris pour objet d'analyse de conflit comme une des formes sociales. Mais Simmel va nous donner une image du conflit très particulière qui ne correspond pas à l'idée qu'on a habituellement du conflit. Parce que pour Simmel, le conflit, ce n'est pas du conflit. Le conflit, c'est une forme sociale qui combine de manière variable de l'harmonie et de la discorde. Ce n'est pas que de la discorde. Le conflit, c'est une forme sociale qui combine de manière variable de l'harmonie et de la discorde. Donc, dans le conflit, il n'y a pas que de la discorde, il y a aussi de l'harmonie. Ça combine les deux. C'est le premier point, hein. Ça nous déplace par rapport à l'idée qu'on a habituellement du conflit, où le conflit c'est la discorde, c'est le déchirement, etc. Et donc c'est justement contre le consensus, contre le compromis, etc. Le deuxième déplacement de Simmel par rapport à l'idée qu'on a du conflit, habituellement, c'est que pour lui, en tout cas une vision dominante, hein, c'est parce que pour lui, le conflit a une fonction principalement positive. Le conflit a une fonction principalement positive, créatrice, et pas une fonction principalement négative et destructrice. Donc le conflit inclut aussi de l'harmonie et il est positif, il est créateur. Hein. C'est très différent de l'idée qu'on a, et notamment par exemple aujourd'hui ce qui domine, quand il y a un conflit, on va dire ça déchire la nation, ça met en cause. Je ne sais pas, le nouveau parti anticapitaliste a des positions avec lesquelles je suis loin d'être d'accord, même en fondamentalement désaccord sur ce qui se passe au Proche-Orient, mais tout de suite quelqu'un dit qu'il faut interdire le NPA. Bon, parce que le conflit, ça détruit les choses, donc il faut l'interdire. Bon, la baïa, c'est un motif de conflit, donc il faut l'interdire. Bon. Et donc, le conflit est quand même vu comme quelque chose qui détruit et négatif. Hein, sauf par des, disons, secteurs critiques plus minoritaires, mais même au sein de ces secteurs, quand ils sont entre eux, par exemple, on va dire, le conflit c'est bien par rapport à la société ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait de conflit dans la NUPES. Hein, bon. Alors le conflit c'est mal aussi si c'est un conflit dans la NUPES. Bon. Parce que le conflit est quand même quelque chose qui détruit, qui défait les choses. Donc pour Simmel,
le conflit inclut l'harmonie et il est positif, il est créateur. En fait, le conflit, on y reviendra par des exemples, participe à la stabilisation des groupes et de la société. En fait, le conflit ne détruit pas la société, le conflit stabilise les groupes sociaux et la société. C'est un des facteurs importants de stabilisation des groupes et de la société. Donc, évidemment, déjà, quand on rentre dans cette caractérisation générale, on voit que Simmel achoppe par rapport à l'idée qu'on aurait du conflit quand on n'y a pas trop réfléchi et, disons, le sens commun sur le conflit. De manière pionnière et rétrospectivement, il déplace les termes d'un débat qui a beaucoup agité les sciences sociales dans les années 1960-1970. Puisque dans les années 1960-1970, on a beaucoup vu un conflit dans les sciences sociales entre d'un côté les sociologies d'inspiration durkheimienne qui insistaient sur le consensus, sur le lien social, et les sociologies d'inspiration marxiste qui insistaient sur le conflit. Donc les sciences sociales ont beaucoup été, disons, divisées par cette opposition entre une sociologie durkheimienne, le lien social, le consensus, l'intégration, tous ces termes, et puis de l'autre, la sociologie d'inspiration marxiste qui va insister sur le conflit, la lutte des classes. Bon. Évidemment, pour Simmel, ce débat qui a eu lieu dans les années 1970 en Europe notamment, et aux États-Unis, n'a pas de sens parce que on pourrait appréhender dans un même cadre du lien et du conflit. Le conflit n'est pas opposé au lien social, pour Simmel. Alors, cette vision des choses, on verra des exemples, cette vision des choses, elle a des appuis philosophiques. J'ai dit la sociologie classique, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, on verra Tarde. La sociologie classique, celle de la fin du 19e, du début du 20e siècle, elle est issue de la philosophie, donc elle garde des appuis philosophiques très forts qui ne sont plus visibles aujourd'hui dans les sciences sociales modernes. Et donc, notamment la sociologie du conflit avancée par Simmel, elle est nourrie de présupposés philosophiques. Présupposés, ça veut dire que c'est supposé avant. Donc ça nourrit, c'est une vision du monde qui nourrit sa sociologie. Et notamment ce que j'ai appelé, disons, dans la première séance, des anthropologies philosophiques. Des anthropologies philosophiques, c'est le petit art, voilà, passage, anthropologie philosophique, au singulier, pour Simmel, il y en a une, principalement. Des anthropologies philosophiques, c'est les conceptions de la condition humaine des humains qui nourrissent plus ou moins la sociologie. Par exemple, est-ce que les humains sont altruistes ou est-ce qu'ils sont égoïstes? Est-ce que c'est la nature humaine, c'est la guerre de chacun contre chacun, comme le pense Hobbes? Ou est-ce que la nature humaine, c'est la responsabilité pour autrui, comme le pense Lévinas? Bon. Il y a des options différentes pour identifier quelles seraient les caractéristiques des humains et de la condition humaine. C'est ça qu'on appelle anthropologie philosophique. Et donc, il y a certains présupposés anthropologiques dans ce sens-là, au sens philosophique, chez Simmel. Et il part explicitement, j'ai dit, comme c'est issu de la philosophie, c'est quelque chose qui est visible immédiatement, c'est explicite. Il part explicitement, aujourd'hui les présupposés anthropologiques sont implicites, ils sont toujours là, mais ils sont implicites dans la sociologie moderne. Il part d'une certaine vision de la nature humaine. D'ailleurs, il emploie le terme nature humaine. D'ailleurs, Durkheim aussi emploie le terme nature humaine. Bravo, et dans certains textes de Marx, il y a aussi nature humaine. Donc c'est un terme qui est encore là, puisque c'est un terme important au niveau de la philosophie. Quelles seraient les caractéristiques de la nature humaine pour Simmel? Ça serait une ambivalence.
c'est une ambivalence. C'est l'intérêt de Simmel. C'est-à-dire que, au lieu de choisir une caractéristique supposée de la nature humaine, il va mettre en tension deux qui sont opposés, qui caractériseraient les humains. Je cite. Il semble donc qu'une hostilité donnée naturellement vienne au moins se placer comme une forme ou un fondement des relations humaines à côté de cette autre forme qu'est la sympathie envers les hommes. Il semble donc qu'une hostilité donnée naturellement vienne au moins se placer comme une forme ou un fondement des relations humaines à côté de cette autre forme qu'est la sympathie entre les hommes. Donc les humains se caractériseraient par une double tendance, l'hostilité et la sympathie. C'est pas aussi, on rappelle, il a fait une thèse sur Kant, c'est pas aussi éloigné de la notion d'associable sociabilité chez Kant. Une associable sociabilité des humains. Il y aurait donc pour Simmel, dans la nature humaine, donc c'est le terme qui est utilisé à l'époque, je dis on l'utiliserait plus en sciences sociales aujourd'hui, il y a deux pôles. Il va donner des termes différents pour ces deux pôles, c'est une famille de tendances. Premier pôle, un besoin d'aimer, l'instinct amoureux, un besoin de sympathie, Ça c'est le premier pôle. Besoin d'aimer, instinct amoureux, besoin de sympathie. Premier pôle de la nature humaine. Deuxième pôle, un besoin de haïr et de combattre. Un besoin de haïr et de combattre. L'instinct de haine. Une pulsion d'hostilité. Une pulsion d'antagonisme. Donc, la nature humaine serait caractérisée par ces deux tendances opposées. C'est là l'intérêt de Simmel dans son anthropologie philosophique, c'est au lieu de prendre en disant les hommes se caractérisent par la sympathie ou les hommes se caractérisent par la hostilité, la nature humaine serait, disons, une tension entre ces deux tendances. Et donc, cette ambivalence renvoie à une vision pluraliste de l'humain. À ce qu'on pourrait appeler une anthropologie philosophique relationnaliste et pluraliste. Une anthropologie philosophique relationnaliste et pluraliste. Pluraliste parce qu'il y a différentes tendances qui caractérisent les humains, ou dans deux grandes. Relationnaliste, c'est parce que ces tendances se développent dans les relations entre les humains. Donc une anthropologie philosophique relationnaliste et pluraliste. Par exemple, Simmel écrit l'essence de l'âme humaine, ce n'est pas de se laisser attacher aux autres âmes par un seul cible. Même si l'analyse scientifique s'arrête bien souvent elle aussi aux unités élémentaires en étudiant leurs capacités spécifiques de liaison. Donc, il faut prendre en compte que les âmes humaines se caractérisent par plusieurs fils. Et la tentation souvent de la philosophie et aussi des sciences sociales, ça a été de caractériser les humains par un fil principal. On verra qui est fort dans les débats sociologiques. Ça a été le fil de l'intérêt. Les humains ont été caractérisés principalement par le calcul de leur intérêt, disons, dans le sillage de l'économie. La forme sociale conflit constitue une combinaison variable de ces deux tendances anthropologiques. Alors, il y a une base anthropologique, il y a une certaine vision de la nature humaine qui est posée par Simmel, on peut contester, puisque c'est très difficile de définir ce qu'on appelle nature humaine, c'est-à-dire des comportements
comportement qui serait invariable à tous les humains, quelles que soient les périodes et quelles que soient les sociétés, mais il pose une base, disons, anthropologique, et c'est à partir de cette base qu'il peut éclairer la question du conflit différemment, parce qu'il a au moins deux tendances. Excusez-moi. Oui. La phrase, c'est la forme sociale conflit constitue une Combinaison variable de ces deux tendances anthropologiques. L'hostilité, la sympathie. Donc, il y a un lien entre cet appui anthropologique et puis après sa sociologie, parce que d'une certaine façon, il ne faut pas voir les présupposés simplement comme des choses qui empêchent la science d'advenir, mais aussi c'est des appuis qui vont permettre d'éclairer certains aspects. S'il n'a pas cette base anthropologique, il ne va pas avoir cette vision nouvelle du conflit. Et la plupart vont considérer que le conflit, c'est surtout de l'hostilité. Donc une combinaison variable de deux tendances anthropologiques, l'amour et l'hostilité, le consensus, le dissensus, l'harmonie et la dissonance. C'est ça le conflit. Alors que la vision, le sens commun, veut associer le conflit à la seconde tendance, au dissensus, à l'hostilité, à la dissonance. Une fois qu'on a cet appui, disons, anthropologique, petit b, fonction sociale du conflit. Fonction sociale au pluriel. C'est-à-dire, je l'ai dit, pour Simmel, le conflit est créateur. Donc il ne détruit pas la société, donc il a une fonction sociale dans la société. Il a une fonction aussi de stabilisation dans la société. D'abord, pour Simmel, le conflit participe à la socialisation des individus. Et la fonction sociale principale, après, qui va se décomposer en plusieurs fonctions plus spécifiques. Mais la fonction plus générale, c'est la socialisation des individus. C'est-à-dire que le conflit participe aux apprentissages sociaux des individus. C'est aussi grâce au conflit, depuis, disons, leur enfance jusqu'à l'âge adulte, puis dans le travail, etc., c'est au cours de leur socialisation, de leurs apprentissages, les individus vont rencontrer le conflit et le conflit va leur apprendre à se comporter en société. Donc le conflit participe aux apprentissages sociaux des individus, à comment se comporter et vivre en société. Simmel note, si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit, qui est l'une des formes de socialisation les plus actives, doit absolument être considéré comme une forme de socialisation. Donc, le conflit comme une forme de socialisation. Le conflit, donc, socialisateur, aurait donc une fonction d'intégration dans les différents groupes et dans la société. Une fonction d'intégration dans les différents groupes et la société. Cette socialisation-intégration se manifeste par toute une série de fonctions sociales et psychologiques, plus spécifiques. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, pour Simmel, un conflit stabilisé avec quelqu'un permet de civiliser la relation, de la rendre plus supportable. Pensons au conflit ritualisé entre deux voisins pendant plusieurs années. Peu à peu, le conflit qui devient ritualisé
finalement rend possible la cohabitation. Au départ, il y a des tensions un peu vives. Il y en a un qui considère que l'autre met la musique trop fort. Il va taper avec son balai, voire il va venir sonner pour expliquer que c'est trop fort, etc. ou qu'il fait trop souvent la fête. Et puis à peu, ce conflit va être ritualisé, et puis peu à peu va rendre possible la cohabitation. Donc nous dit Simmel, le conflit offre une soupape de sécurité à une antipathie qui serait plus larvée, spontanée, destructrice. En fait, le conflit offre une soupape de sécurité et donc civilise une antipathie, nos antipathies. Elle civilise nos antipathies et les réintègre dans la société en ritualisant l'opposition. J'ai dit c'est l'opposition entre deux voisins, c'est l'opposition de membres d'une même famille, à un repas familial. On va avoir, disons, des conflits ritualisés qui émergent à un moment donné dans le repas familial, notamment quand les gens ont un peu trop bu, donc qui reviennent périodiquement, mais qui, d'une certaine façon, sont une forme d'intégration et de civilisation de l'hostilité. C'est des conflits ritualisés entre deux collègues de bureau, autour de la machine à café. C'est les conflits ritualisés entre deux étudiants d'options politiques différentes dans la triome à l'IEP, qui deviennent ritualisés, qui deviennent d'ailleurs, peuvent devenir un spectacle pour les autres. Bon. Donc, il y a une façon de civiliser l'antipathie dans le conflit. Dans un conflit qui se stabilise et qui se ritualise. Et donc c'est un premier exemple de ces fonctions plus spécifiques, sociales et psychologiques, de cette socialisation-intégration. Deuxième fonction sociale et psychologique plus spécifique du conflit, on pourrait appeler ça une fonction socio-psychologique. Aujourd'hui, la sociologie parlerait de gratification symbolique. Si quelqu'un a l'impression, dans sa famille, dans son voisinage ou à l'université, face aux autres étudiants, d'être trop écrasé parce que quelqu'un prend trop de place, bon. Le simple fait de dire « je ne suis pas d'accord », ça contribue à faire exister. Même si parfois le contenu n'est pas très clair. Moi, je me rappelle de réunions familiales où quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord », parce qu'il va dire « moi je suis de gauche, toi tu es de droite », et quand on demande à gratter sur qu'est-ce que les uns appellent de droite et de gauche, on n'arrive pas tellement à savoir quel est le contenu. Mais il est important de dire qu'il n'y a pas d'accord et qu'il y a une séparation. Donc c'est une gratification symbolique parce que ça fait exister la personne qui ne se sent pas complètement écrasée avec le « je ne suis pas d'accord ». Donc c'est ce qu'on appelle en sociologie aujourd'hui les gratifications symboliques. Simmel note ça, dit l'opposition nous procure une satisfaction intérieure, une diversion, un soulagement. Nous opposer nous donne le sentiment de ne pas être complètement écrasé dans cette relation. Nous opposer nous donne le sentiment de ne pas être complètement écrasé dans cette relation. Satisfaction intérieure, diversion, soulagement. Donc voilà deux exemples de fonctions sociales et psychologiques plus spécifiques de la logique d'intégration du conflit. Et puis, autre caractéristique intégratrice du conflit, non pas entre les deux parties prenantes du conflit, donc c'est pas entre les deux personnes qui s'opposent ou les deux groupes qui s'opposent, mais dans chaque groupe. C'est-à-dire que quand deux groupes s'opposent, ça va avoir une fonction socialisatrice dans chacun des groupes. Et que dans cette opposition, d'ailleurs,
qu'on ne se sent pas nécessairement partie prenante de tel ou tel groupe, mais dans un conflit, le conflit va faire qu'on va resserrer les rangs, comme on dit, et se sentir partie prenante du groupe. Et c'est cette polarité qui va faire que je suis absorbé par un des deux groupes. Et donc je vais être intégré dans ce groupe. Donc ce n'est pas une intégration dans la société en général, entre les deux parties prenantes d'un conflit, mais du côté de chaque partie prenante. C'est-à-dire qu'il y a un effet de solidification dans le conflit de l'unité, de la cohésion des groupes qui se combattent. Le Simmel, en cas de conflit, cette nécessité de centraliser, de resserrer fermement tous les éléments qui seul permet de les utiliser selon les besoins du moment, sans perdre de force ou de temps, s'impose tout naturellement. Donc, la dynamique du conflit entraîne les groupes en conflit à resserrer les rangs. Ici, il y aurait une différence morphologique, qu'on appelle morphologique, c'est-à-dire en termes de taille. C'est-à-dire que, tendanciellement pour Simmel, plus les groupes serrés petits et plus la tendance à resserrer les rangs serait forte, plus les groupes seraient grands et plus il y aurait une plus grande, dit-il, élasticité ou tolérance. Il considère même que la tolérance comme catégorie morale est liée à une dimension morphologique des groupes. Plus les groupes seraient grands, plus ils seraient tolérants, potentiellement, plus ils seraient petits, moins ils seraient tolérants. Les grands groupes seraient caractérisés par une élasticité qui tolère les divergences et les écarts individuels. Parce que le grand groupe n'est pas forcément menacé par des différences individuelles. Les petits groupes sont moins tolérants à la dissidence, puisqu'il y a la distance est faible entre le noyau central du groupe et la périphérie. Et que dès qu'on s'attaque à la périphérie, on commence à s'attaquer au noyau central. D'où, par exemple, dans la vie politique, l'énorme histoire de scission dans les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite, par exemple. Capacité, disons, constante à la scission. Je parlais tout à l'heure du NPA, mais on a connu sur 2 ans 3 scissions. Donc, pour un seul parti, c'est beaucoup. Et donc, parce que la différence est de moins tolérée, nous dit Simmel, parce que chaque différence met en cause le groupe ou sa conception du groupe, le noyau central, et donc on arrive à une scission, et de plus en plus, et les groupes sont de plus en plus petits, et donc seront amenés à scissionner de plus en plus. Donc les grands groupes sont davantage tolérants, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons morphologiques. La taille du groupe, donc son élasticité, serait une condition de tolérance. Et à l'inverse des groupuscules qui sont souvent en scission, on a des plus grandes groupes, des plus grandes partis politiques qu'on appelle attrape-tout et qui, eux, tolèrent davantage des positionnements plus diversifiés, par des moments où ces positionnements ne remettent pas en cause le noyau central. En tout cas, ça serait un des facteurs, la taille, et ce n'est pas que le seul facteur. Parce que, par exemple, Simmel les aborde autrement, les églises ont été des grands groupes, et pourtant elles tolèrent difficilement, même en tant que grands groupes, des dissensions. Et donc là aussi, il y a eu des scissions entre l'Église, notamment, disons, dans l'histoire du christianisme. Alors, Simmel signale toutefois qu'il existe des cas limites où le conflit perd sa fonction de socialisation, intégration. Il y a des cas où le conflit est tellement violent qu'il perd sa dimension de socialisation. En fait, c'est un cas limite et ultra minoritaire du conflit. C'est pas ce qui arrive le plus couramment dans la vie quotidienne.
Mais c'est souvent, quand on a une vision négative du conflit, c'est qu'on pense à ses cas limites. C'est-à-dire que quand on utilise le mot conflit, il est entaché par l'idée de ces cas limites où il y a une violence très forte, où il y a une tendance à détruire et autodétruire les différentes parties prenantes du conflit. C'est rare dans la vie ordinaire, donc en même temps c'est ça qui pèse sur la mauvaise image de la notion de conflit. Voilà ce que donne l'exemple Simmel, l'exemple du meurtre crapuleux où la part de l'élément créateur d'unité est devenue égale à 0. L'exemple du meurtre crapuleux où la part de l'élément créateur d'unité est devenue égale à 0. Mais même dans ce cas, il faudrait mettre un bémol à Simmel. C'est-à-dire, si ce type de cas, le meurtre crapuleux, rend impossible la création d'un espace commun entre deux parties prenantes, parce que là, ça suppose la disparition d'une des deux parties, ce type de conflit, même avec le meurtre crapuleux, peut avoir des fonctions socialisatrices par rapport aux groupes marginaux. Si on prend le cas de la mafia, par exemple, telle qu'elle est décrite au cinéma, par exemple dans les films de Martin Scorsese, ou dans la série Gomorrah, par exemple, si on prend les mafias, le meurtre crapuleux constitue une forme importante d'intégration dans le groupe. Souvent, pour intégrer le groupe vraiment dans sa forme moins périphérique et plus centrale, il faut au moins faire son premier meurtre. Donc, évidemment, ça ne crée pas un élément d'intégration, disons, de l'ensemble de la société, mais quand même, ça crée des éléments d'intégration dans des groupes marginaux. Alors, au bout du compte, la perspective de Simmel a nourri une certaine approche qu'on appelle fonctionnaliste ultérieure du conflit social. Fonctionnalisme de fonction, c'est une certaine conception qui a beaucoup marqué la sociologie américaine, avec la notion de fonction et de système. Il y a un système social, et dans ce système social, pour le reproduire, il y a une série d'éléments qui sont des fonctions qui permettent à ce système social de se reconstituer. Et le conflit pourrait être... Alors, il y a un usage important dans la sociologie américaine de Simmel pour avoir une vision fonctionnaliste du conflit social, c'est le livre du sociologue Lewis Hauser, Les fonctions du conflit social. C'est un classique de la sociologie américaine, 1956, et il a été traduit en français en 1981. Là, c'est directement l'idée de fonction. On va trouver quelque chose sans qu'il y ait un lien. Là, il y a un lien explicite avec Simmel. Quand il y a un lien avec Simmel, on peut trouver des correspondances avec la théorie des champs sociaux de Pierre Bourdieu. Pourquoi il y a une continuité sans qu'il y ait de référence chez Bourdieu à Simmel? Chez Bourdieu, le monde social, la société est composée de différents champs autonomes, donc d'espaces autonomes, le champ économique, le champ politique, le champ culturel, le champ religieux, etc. Bon, des espaces autonomes. Donc un champ social, c'est un espace autonomisé de concurrence entre différents agents. De concurrence et de conflit entre différents agents. Il y a des concurrences et des conflits dans le champ économique, des concurrences et des conflits dans le champ politique, dans le champ culturel, dans le champ religieux. Donc il y a bien une compétition avec des conflits entre des individus et des groupes dans les champs, en gros Dieu, où
mais ça suppose un cadre commun, cognitif et pratique entre les compétiteurs. C'est-à-dire qu'ils sont en compétition et en conflit dans le même espace. Et au minimum, ça suppose pour chacun des protagonistes qui participent à ça que ça vaut le coup, disons, d'entrer dans la compétition. On pourrait être extérieur au champ politique, considérer que ça n'a aucun sens, ne pas voter, n'avoir aucune relation avec aucune organisation politique, et de considérer que cet espace n'a aucun sens. Donc je ne joue pas le jeu. Mais si je rentre dans le champ politique, j'admets, même si je veux transformer le champ politique, que ça vaut le coup de jouer le jeu. Et donc j'ai en commun quelque chose avec les autres joueurs qui peuvent être très éloignés de moi. Admettons que je suis de gauche radicale et par rapport à l'extrême droite, et bien je considère que, comme les gens d'extrême droite, comme les gens du centre, etc., que ça vaut le coup de participer au même jeu de compétition. Donc en fait, j'ai un minimum commun avec eux, dans le champ. Évidemment, je vais être en conflit avec eux, mais sur la base d'un minimum commun. Ça vaut le coup de jouer le même jeu. Mais c'est la même chose dans le champ sportif, si je participe au champ sportif, au champ religieux, au champ culturel. Voilà, au champ économique. Donc, chaque champ, pour Bourdieu, constitue indissociablement un cadre concurrentiel et un cadre commun. C'est-à-dire que c'est un cadre concurrentiel à l'intérieur d'un cadre commun. C'est un cadre conflictuel et c'est un cadre unificateur. Un champ chez Bourdieu, c'est du dissensus sur fond de consensus. Un dissensus, parce que les gens se trouvent sur fond de consensus, parce qu'ils sont d'accord sur ce sur quoi s'opposer. Et ils sont d'accord pour jouer le même jeu. Donc il n'y a pas de... Oui. Je voulais savoir si quelqu'un qui n'entre pas dans le jeu, Oui. est-ce qu'il est réellement placé sur un champ ou pas? Parce qu'au regard des autres, par exemple, s'il est apolitique, il va quand même être jugé au prisme. Il va faire l'objet de jugements politiques, mais lui ne va pas rentrer dans la compétition du champ politique. On peut dire qu'il est dans le champ ou pas? Non, il n'est pas dans le champ. Selon cette Simplement, un champ, il a tendance à juger, à qualifier à l'intérieur d'un champ les gens qui peuvent être extérieurs au champ. Ça ne veut pas dire qu'il est dans le champ à partir du moment où on n'est pas au minimum dans la compétition. Par exemple, pour le champ politique, le minimum de la compétition, c'est le vote, parce qu'on va donner un coup de pouce à un des compétiteurs. Donc on est déjà, disons, en partie dans le champ. Mais si on ne donne aucun avis dans des journaux sur les différentes forces en présence, si on reste dans un total silence sur ce qui se passe, si on ne vote pas, etc., il n'y a pas de raison de considérer qu'on participe au champ politique. Donc avec ce dissensus sur fond de consensus, on rejoint une hypothèse forte de Simmel, et sans qu'il y ait de référence directe chez Bourdieu à Simmel, mais on trouve toujours cette combinaison entre dissensus et consensus. Enfin, dernier point. Proximité conflit, petit c. Simmel va s'arrêter sur diverses configurations qui vont combiner sympathie et hostilité dans un temps de conflit. Et je vais m'arrêter sur un cas intéressant, c'est-à-dire le cas où, au départ, il y a une forte proximité entre les personnes, ou les groupes, qui vont ensuite entrer en conflit. Ils sont très proches, et après, ils vont entrer en conflit. Dans ce cas-là, d'une forte proximité de départ, il nous dit l'unité est le point de départ, le fondement du rapport.
Et dans ce cas où il y a une plus grande proximité entre les gens qui vont rentrer en conflit, pour Simmel, le conflit en général est, je cite, plus passionné, plus radical que dans les cas où il n'est précédé ou accompagné par aucune espèce de lien entre les parties. Donc, dans ce cadre, par exemple, prenons l'exemple des séparations dans un couple, des divorces, il y a de la sociologie là-dessus, des scènes de ménage, il y a aussi de la sociologie là-dessus. La particularité de ces situations, donc on a un couple, donc très proche. Et dès que le conflit va créer, disons, quelque chose, à cause de cette proximité initiale, beaucoup plus passionné et violente pour les personnes. Simmel prend l'exemple des églises. Parce que là, il peut y avoir une grande taille, mais il y a en fait une très grande proximité qui est entretenue par les dogmes communs à une église. Et pourquoi le conflit devient très radical, chez Simmel? Parce que la plus petite divergence en raison de son rapport obligatoire au dogme, il prend aussitôt un caractère logiquement irréductible. Ou encore, il dit ces querelles de famille pour les détails les plus saugrenus. Ou en politique, la haine éprouvée par le renégat et à l'égard du renégat. La haine éprouvée par le renégat ou à l'égard du renégat. C'est celui, donc, le renégat, c'est celui qui a été dans un camp, dans une organisation politique, et qui va rejoindre l'organisation concurrente, voire opposée, à un moment donné. Dans le cas où il y a une forte proximité entre les personnes ou les groupes qui vont rentrer en conflit, par exemple un divorce, par exemple la situation d'un renégat, quelqu'un qui change de camp politique, le conflit tend à déborder. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la proximité fait que le conflit ne peut pas en rester au motif de séparation. Par exemple, tu n'as pas fait la vaisselle cette semaine, tu fous de la pâte dentifrice partout dans le lavabo. Il y a un très beau livre de Jean-Claude Cochran qui s'appelle Agacement, sur les agacements quotidiens dans les couples. Agacement. Ça n'en reste pas là, et au bout d'un certain temps, le conflit prend une telle ampleur qu'il faut nécessairement que la personne soit dans sa totalité un seul. Ça déborde. C'est la même chose pour le renégat. Au début, il y a une divergence, on n'a pas le même point de compréhension d'un dogme religieux, où on n'a pas la même lecture de tel texte de Trotsky en 1932. Au début, il y a une divergence localisée, et puis après, la personne de devenir un salaud. Parce que c'est l'ensemble de sa personne qui devient un problème. Dans le cas de proximité, il y a cette espèce d'extension infinie à la diabolisation de la personne quand les personnes ont été proches. Le conflit tend, dit Simmel, à déborder son foyer originel et à envahir les autres points comparables. Conduit à un anathème réciproque dans tous les domaines éthiques, personnels, intérieurs et extérieurs, qui n'est absolument pas nécessaire quand le même différend exactement se produit entre étrangers. Donc, on compare le même type de conflit entre étrangers et entre proches. Le conflit tend ainsi à déborder son foyer originel et à envahir les autres points comparables,
conduit à un anathème réciproque dans tous les domaines éthiques, personnels, intérieurs et extérieurs, qui n'est absolument pas nécessaire quand le même différent exactement se produit en très étrangers. On voit bien, par exemple, dans la politique, les mouvements et dans l'action collective, syndicale, associative, les mouvements de dissidence interne, d'exclusion, les passions que ça déchaîne ensuite constituent un exemple important. Voilà pour les apports de Simmel. Et donc on va passer au point 3. On va amorcer ce point. Au moins en traitant Max Weber, ou au moins une grande partie de Max Weber. On va trouver deux figures de la sociologie allemande de la même période que Simmel, donc Max Weber et Robert Michels. 1, 3, donc c'est une autre. Et la professionnalisation politique. Donc, pour ce point, à 3, on va emmener les deux sociologues allemands, un des fondateurs avec Simmel, le plus connu en France et plus globalement de la sociologie allemande, Max Weber. On ne va pas traiter beaucoup des aspects de Max Weber, mais un tout petit aspect, une œuvre qui est assez importante. On va s'intéresser à le fait qu'il a amorcé une analyse de la professionnalisation politique mondiale. Donc, ça nous intéresse pour la question politique. Donc, on va traiter Weber par un petit bout. Et Robert Michels, un peu plus jeune que lui, en dialogue avec lui, va s'inscrire à la même époque dans son sillage. Et Robert Michels va être un des premiers analystes des partis politiques. On est sur les partis politiques, c'est un des premiers partis, une des premières études sociologiques des partis politiques. Alors, on commence par Weber et la professionnalisation. On en trouve des éléments dans différents textes de Weber, mais il a systématisé ses analyses dans une conférence célèbre de 1919, qui est le métier et la vocation d'homme politique. Le métier et la vocation d'homme politique. Donc une conférence de 1919 qui est souvent reprise dans un livre composé de deux conférences très distinctes, Le savant et le politique. Cette conférence sur le métier et la vocation d'homme politique, c'est une des deux conférences qu'on retrouve dans Le savant et le politique. Weber a été un des premiers à analyser le mouvement de professionnalisation de la politique moderne qui va accompagner la construction de l'État. Donc, la professionnalisation politique, c'est une composante de la construction de l'État moderne. Qu'est-ce que c'est que l'État moderne pour Weber? C'est souvent repris ces derniers temps, notamment pour cette question de monopolisation de la violence légitime. Je prends la citation: un groupement de domination de caractère institutionnel. Un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché, entre parenthèses avec succès, qui a cherché avec succès
à monopoliser dans les limites d'un territoire, un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché avec succès à monopoliser dans les limites d'un territoire la violence physique légitime, comme moyen de domination, et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les moyens matériels de gestion, Voilà la définition que donne Max Weber de l'État moderne. Un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché avec succès à monopoliser dans les limites d'un territoire la violence physique légitime comme moyen de domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les moyens matériels de gestion. C'est dans le processus de construction de l'État moderne qu'on va voir apparaître ce que Weber appelle une nouvelle sorte d'homme politique professionnel. Les professionnels de la politique ne vivent pas seulement pour la politique, mais de la politique. Car ils en font, dit Weber, leur profession principale. Ils ne vivent pas simplement, dit Weber, pour la politique, mais de la politique, puisqu'ils en font leur profession principale. Dans le régime d'ancien, la société d'ancien régime en France, on a des dirigeants. Le dirigeant principal, ce n'est pas une profession, le roi. C'est une charge qui serait liée à l'héritage divin. Et puis il a des ministres, etc. Il leur offre en récompense des charges, des terres, etc. Mais ce n'est pas une profession avec un salaire. Donc, dans la forme moderne, la politique va devenir un travail salarié pour une série d'hommes qui vont être les professionnels de la politique. C'est la nouveauté pour Weber. Et à partir du moment où des gens qui disent pas seulement pour la politique, mais aussi de la politique en font leur profession principale, dit Weber, ce processus génère des intérêts spécifiques et des luttes autour de ces intérêts spécifiques. C'est une profession, c'est la source principale de revenus. Donc, comme c'est une profession avec une source de revenus, ça génère des intérêts à cette profession, comme il y a des intérêts à la profession, disons, de plombier ou à la profession de journaliste. Bon, il y a des intérêts qui sont générés et des luttes autour de ces intérêts spécifiques à la profession. Et les luttes autour des intérêts spécifiques des plombiers et les luttes autour des intérêts spécifiques des journalistes ne sont pas exactement les mêmes luttes parce que ce n'est pas exactement les mêmes intérêts. Voilà ce qu'écrit Weber. De nos jours, ce sont des postes de toutes sortes dans les partis, dans les journaux, dans les coopératives, dans les caisses de sécurité sociale, dans les municipalités, dans l'administration de l'État que les chefs de parti distribuent à leurs partisans pour leurs bons et loyaux services. De nos jours, ce sont des postes de toutes sortes dans les partis, dans les journaux, dans les coopératives, dans les caisses de sécurité sociale, dans les municipalités ou dans l'administration de l'État que les chefs de parti distribuent à leurs partisans pour leurs bons et loyaux services. Donc, la politique devient un lieu d'une profession avec des intérêts et peu à peu une variété d'intérêts et de postes qui sont associés à l'activité politique. Ce qui fait que cette dynamique ne peut pas ne pas affecter les luttes entre les partis politiques. Je cite Weber.
Toutes les luttes partisanes ne sont donc pas uniquement des luttes pour des buts objectifs, mais elles sont aussi et surtout des réalités pour contrôler la distribution des emplois. Toutes les luttes partisanes ne sont pas uniquement des luttes pour des objectifs politiques, mais elles sont aussi et surtout des réalités pour contrôler la distribution des emplois. Donc les luttes partisanes, elles sont bien sûr des luttes pour objectifs, c'est-à-dire on lutte pour telle ou telle réforme, par exemple. Alors, on peut lutter pour une réforme néolibérale ou on peut lutter pour une réforme sociale. Mais en même temps, la politique n'échappe pas aux rivalités de contrôle des moyens. Et qui contrôle les moyens? Donc, une bonne partie des conflits qu'a connus depuis, disons, 2 ans le Parti socialiste est très lié à la question du contrôle des moyens. Des conflits qui touchent la France insoumise aussi, mais là la difficulté c'est que il n'y a que le chef qui contrôle les moyens et donc il y a une difficulté particulière, disons, d'accès aux concurrents et aux prétendants à contrôler les moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens, disons, c'est pas une forme politique classique. Mais, donc, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Pour Max Weber, c'est une caractéristique, disons, de cette dynamique de professionnalisation politique. Et nombre d'analyses contemporaines de la sociologie politique sont marquées par ça. C'est-à-dire que le schéma de la professionnalisation politique moderne emprunté à Max Weber est un des schémas qui a le plus d'écho dans la sociologie politique contemporaine, qui est beaucoup travaillé. Alors, un livre qui a fait un gros travail dessus, qui est déjà ancien, mais donc, Rémi Lefebvre et Frédéric Savicki sont 2 professeurs de sciences politiques. S'appelle la société des socialistes, le PS aujourd'hui. C'est un livre de 2006 et donc ce travail de recherche est lié au moment où le PS est une des forces dominantes de la vie politique française. Alors, quelques chiffres intéressants sur ce cas, parce que ça donne simplement une petite indication. On prend l'ensemble des parlementaires socialistes en fonction en 2006, députés européens compris. En 2006, sur l'ensemble des parlementaires socialistes, députés européens compris, 3,4% n'avaient exercé que ce mandat au cours de leur carrière. 3,4% n'avaient exercé que ce mandat au cours de leur carrière. 18,7% avaient exercé 2 mandats. 18,7% avaient exercé 2 mandats. 44,3% avaient exercé 3 mandats. 44,3% avaient exercé 3 mandats et 33,7% avaient exercé 4 mandats. Les mandats concernés, c'était conseiller municipal, adjoint au maire, maire, conseiller général, conseiller régional, député, sénateur, député européen. Toujours dans des chiffres du livre de Lefebvre et Savicki, pour les parlementaires socialistes en poste en 2006. 45% étaient des professionnels de la politique vivant presque exclusivement de la politique. 45% des parlementaires socialistes en poste en 2006 étaient des professionnels de la politique vivant presque exclusivement de la politique. Ça n'a pas toujours été le cas, ces 45%, puisque
Avant 1981, c'était 19,8%. Et ça a été 25,9% entre 1981 et 1986. 25,9% entre 1981 et 1986. Donc on voit la progression de la professionnalisation politique. 45% des parlementaires socialistes en poste, le groupe dominant à l'Assemblée en 2006 étaient des professionnels de la politique, alors que c'était 19,8% avant 1981 et 25,9% entre 1981 et 1986. Donc ça, c'est une indication de cette importance de la professionnalisation politique toujours aujourd'hui. Si on prend un cas particulier qui est intéressant parce qu'il y a une critique, donc même les secteurs critiques de la politique dominante sont touchés. Si on prend le cas de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Donc il est né en 1951, il a été au Parti Socialiste en 1976. Et il adhère au Parti Socialiste en 1976, et la politique devient sa profession à partir de 1978. Donc à partir de 2 ans après son entrée au Parti Socialiste. Il devient directeur du cabinet du maire de Massy, dans l'Essonne, à partir de 1978, 1981. Il devient premier secrétaire de la Fédération de l'Essonne du Parti Socialiste entre 1981 et 1986. Il devient adjoint au maire de Massy, 83-95. Conseiller général, 1985-1992 et 1998-2004. Sénateur, un des plus jeunes sénateurs de France, 1986-2000, puis 2004-2010. Directeur politique de l'hebdomadaire du Parti Socialiste, Vendredi, 1993-1995. Président du Conseil général de l'Essonne, 1998-2004. Ministre du gouvernement Lionel Jospin, 2000-2002. Député européen, 2009-2017. Député, 2017-2022. Donc on a un cas, un des plus forts cas de la professionnalisation politique, dans le cas de quelqu'un qui critique la professionnalisation politique. Puisque c'est un des cas, en fait, il a travaillé essentiellement 2 ans dans sa vie, en dehors de la politique. Les 2 premières années, entre 1976 et 1978. Donc c'est le cas typique parce qu'on a rarement des cas aussi forts de presque la totalité de la carrière, et même au-delà de la retraite, disons, où c'est la profession politique qui est le métier. Alors, dans la sociologie de l'action collective, la perspective de la sociologie de la professionnalisation politique continue à s'intéresser au processus qui existe entre la dissociation des intérêts entre les porte-paroles et les représentants. C'est ça qui est intéressant dans l'analyse de Weber, la dissociation des intérêts entre les porte-paroles, les représentants et les représentés. Ceux au nom de qui la lutte est menée. Ça peut être dans les partis politiques, mais ça peut être dans les syndicats aussi. Il y a des représentants aussi qui sont des professionnels. Ça peut être dans les associations. Il y a des professionnels dans les associations, sinon c'est la profession. Donc ce processus de professionnalisation politique, il est intéressant pour l'analyse de l'action collective de manière plus large que la question des partis politiques. Même s'il a été formé, disons, à partir de l'analyse des partis politiques, puisqu'il met en évidence cette dissociation des intérêts entre des représentants et des représentés, et la constitution d'un jeu autonome propre parmi les représentants. Et ça peut être les représentants politiques, mais ça peut être les représentants syndicaux et les représentants associatifs. Donc, une dissociation des intérêts des porte-paroles de ce dont ils portent la parole. Deuxièmement, prendre en compte le développement d'un rapport de domination proprement politique entre représentants et représentés. Weber est un des premiers à saisir ça. C'est que dans la représentation politique moderne,
il y a une domination des représentants sur les représentants, ceux qui les représentent. C'est une domination proprement politique. C'est quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre complètement, notamment du côté du sillage marxiste, puisqu'on va considérer que l'exploitation, disons, par le capitalisme est la forme de domination principale, que donc on constitue des partis, des syndicats, des associations pour lutter contre le capitalisme. Mais on a eu du mal à comprendre qu'en constituant des partis, des syndicats, des associations pour lutter contre le capitalisme, à l'intérieur de ces partis, syndicats et associations, on participe à une forme aussi de domination, qui est la domination proprement politique des représentants sur les représentés. Les rares qui ont vu ça en dehors de la sociologie, de type Max Weber, etc., c'est les milieux, disons, anarchistes et libertaires, qui ont été parmi les rares à critiquer l'idée qu'il y avait une forme de domination, disons, dans le rapport entre représentants et représentés, et dans la professionnalisation des représentants. Donc voilà ce que nous permet pour l'action collective l'analyse de type Weber. Dernier point, dans la même conférence, il y a quelque chose d'autre qui ne concerne pas la professionnalisation politique, qui nous intéresse pour l'action collective. Dans la même conférence de Max Weber, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les conséquences non intentionnelles de l'action. Ils peuvent aller jusque ce qu'on appelle les effets pervers. Notamment, c'est quelque chose qui avait été travaillé beaucoup par le sociologue Raymond Boudon. Et ce n'est pas sans rapport avec quelque chose de plus ancien dans la pensée qui est l'approche de Machiavel dans son ouvrage Le Prince. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les conséquences non intentionnelles de l'action. C'est que les effets produits par l'action sur la réalité ne sont pas le produit mécanique des intentions de tel ou tel acteur. Ce n'est pas les intentions de tel ou tel acteur qui produisent la réalité. Ce qui produit la réalité dans une action collective, c'est la rencontre d'intentions multiples, d'acteurs nombreux, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, quelques millions. C'est la rencontre de ces centaines, de ces milliers, de ces millions d'intentions qui vont dans des directions différentes. Et la rencontre de toutes ces intentions donne un résultat qui n'est contrôlé par aucune intention. C'est ça que les sciences sociales appellent les conséquences non intentionnelles de l'action. C'est une autre dimension de l'action collective, alors qu'on a trop souvent tendance, c'est le cas notamment des commentateurs journalistiques, des militants aussi qui ont cette tendance, on a souvent tendance à appréhender les mobilisations collectives sous l'angle de la volonté des acteurs, de leurs intentions. Or, il y a bien une volonté d'acteur, il y a des intentions, mais dans un magma qui se rencontre, qui va se combiner dans des circonstances particulières et qui va donner des effets que personne ne contrôle. Des effets, on va dire, non voulus.
Voilà ce qu'écrit Weber dans sa conférence, qui est très important, parce qu'il est à l'origine de cette façon de voir les choses, en partie à l'origine, parce qu'on pourrait dire que c'est un rapport avec Machiavel. Mais il est une chose incontestable, le résultat final de l'activité politique répond rarement à l'intention primitive de l'acteur. Il est une chose incontestable, le résultat final de l'activité politique répond rarement à l'intention primitive de l'acteur. On peut même affirmer qu'en règle générale, il n'y répond jamais. Et que très souvent, le rapport entre le résultat final et l'intention originelle est tout simplement paradoxal. Le résultat final de l'activité politique répond rarement à l'intention primitive de l'acteur. On peut même affirmer qu'en règle générale, il ne répond jamais, que très souvent le rapport entre le résultat final et l'intention originelle est tout simplement paradoxal. Donc, il y a des intentions, ça se rend compte, et puis il y a un processus qui échappe aux différentes intentions. Les intentions des acteurs américains, par exemple étatiques, qui vont d'abord faire une opération en Afghanistan, puis en Irak. À ce moment-là, la réaction, quelle qu'on pense du raison des interventions, l'intention n'est pas de développer les réseaux, disons, djihadistes, de les rendre plus forts et de conduire à un retrait de l'Amérique un peu humilié, notamment dans le cas de l'Afghanistan. Et pourtant, le processus qui a donné l'intervention, par exemple, en Afghanistan, a produit ce résultat. Et parce que le résultat, ce n'est pas simplement le déploiement d'une intention. Il y a d'autres acteurs qui ont d'autres intentions. Et le résultat échappe à telle ou telle intention. Le résultat échappe, donc il peut avoir un résultat paradoxal, c'est-à-dire le résultat paradoxal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les effets pervers. C'est quand l'intention produit le résultat inverse de ce qui était celui recherché. Donc ça arrive, il n'y a pas que des effets pervers, mais ça arrive qu'il y ait des effets pervers. C'est Raymond Boudon qui a développé cette idée d'effet pervers, c'est-à-dire l'effet qui est contraire à l'intention. L'effet est contraire aux intentions. Cette vision sociologique est radicalement opposée, on y reviendra à la fin du cours, à la fin du semestre, aux visions simplistes en termes de théorie du complot. Parce que qu'est-ce que c'est que les théories du complot? C'est l'idée que le déploiement d'une intention, disons, donne le là à la réalité, s'imprime à la réalité. Donc, avec les théories du complot, on a un intentionnalisme. Il y a des intentions de certains acteurs, et les intentions de certains acteurs, en général cachées dans l'ombre, c'est ça qui va faire la réalité. Dans la vision sociologique, ça ne peut pas être le cas, à cause des conséquences non intentionnelles de l'action. C'est-à-dire que les effets ne sont pas le simplement déploiement d'une intention, et qu'à cause de la multiplicité des intentions qui se rencontrent, dans des circonstances que personne n'a choisies, comme dirait Marx, ça donne un résultat, disons, qui n'est contrôlé par personne. C'est ce que veut dire Weber sur le résultat paradoxal. Ce n'est pas complètement nouveau, on trouve, disons, une amorce de l'analyse de ce type chez Machiavel dans Le Prince, puisque la particularité de l'analyse de Machiavel dans Le Prince, c'est de dire qu'on coupe la poire en deux. Une part de l'action, c'est des circonstances indépendantes de la volonté. On n'a pas choisi le moment, les contraintes, etc., du moment où on va agir, pour Le Prince, par exemple. Par exemple, on n'a pas choisi le fait que on a une bataille et à un moment donné, il se met à pleuvoir à verse. Donc ça va changer la pluie, les conditions de la bataille, mais ça n'a pas été choisi par Le Prince. C'est quelque chose qui lui est imposé dans des circonstances. Il y a les circonstances indépendantes de la volonté, il y a la capacité des acteurs, ce que Machiavel appelle la vertu, c'est-à-dire la capacité du prince à jouer des circonstances. Et c'est ça l'action, entre les deux. Mais pour Machiavel, les intentions, la capacité des acteurs rentrent dans des circonstances qu'ils n'ont pas choisies. Ces circonstances déplacent les intentions.
nécessairement. S'il se met à pleuvoir à verse alors que je suis en pleine bataille, ça déplace complètement les intentions des uns et des autres. Hein. Donc on a déjà une amorce chez Machiavel de cette idée que les intentions ne sont pas tues, mais que les intentions sont prises dans des circonstances qui vont déplacer les intentions. Donc on est déjà dans une amorce, disons, d'analyse des conséquences non intentionnelles de l'action. Donc on passera la semaine prochaine à quelqu'un qui a été un interlocuteur de Max Weber dans la sociologie allemande, Robert Michels, et donc qui est un des premiers analystes des partis de masse moderne, et c'est principalement son enquête basée sur un parti auquel dont il a été membre, c'est le parti social-démocrate allemand, qui était le premier grand parti social de masse moderne